Franz-Olivier Gisbert, on va continuer à parler de ce Big Bang politique. Votre lecture de la dissolution présidentielle est à rebours, je vous ai lu, de beaucoup d'observateurs. Loin d'être rationnelle, cette décision obéirait, selon vous, à une logique. Laquelle? L'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite, Franz-Olivier Gisbert, c'est parce qu'on a envie d'avoir votre regard féroce, votre plume acérée mais indispensable pour commenter cette crise politique sans précédent qui devrait conduire à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. La faute à cette dissolution inattendue que vous commentez dans votre dernier édito du Point en évoquant ce dessin du canard enchaîné. On y voit Emmanuel Macron avec une grenade dégoupillée qui se trompe en jetant la goupille, mais pas la grenade. Une dissolution incompréhensible, pas tant que ça pour vous. Et je crois vraiment qu'il a dissous parce qu'il a peur de la rentrée, parce qu'il sait que la crise de la dette est sur le point d'éclater. Il préfère que ce soit le RN qui gère. Je pense qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire un côté mélange de dépit, de panique, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de rationnel. Franz-Olivier Gisbert, vous êtes un fin connaisseur de la Ve République que vous avez traversé comme journaliste et analysé comme ce jour de 1997 qui résonne aujourd'hui, la dissolution décidée par Jacques Chirac. C'est un grand risque qu'il prend. Mais je crois qu'il fallait le prendre parce qu'effectivement on voit très bien qu'il y avait un divorce grandissant entre les Français et leur classe politique, gauche-droite confondue, et c'est une façon de crever l'abcès. Cette Ve République, vous l'avez aussi racontée dans une trilogie. 3 ouvrages au titre évocateur, Le Sursaut, La Belle Époque et enfin La Tragédie française, avec comme dernier chevalier du déclin, Emmanuel Macron. Alors Franz-Olivier Gisbert, cette dissolution est-elle la faute politique d'Emmanuel Macron qui va précipiter sa chute et son effacement? Réponse. Oh bon, faut jamais dire c'est fini en politique. Il est pas fini. On peut toujours rebondir. Ça, j'y crois. Je ne crois pas que c'est la fin de Macron. Je pense simplement qu'il est dans une phase terrible. Je pense qu'il n'a pas réfléchi. Ou alors, mais ça c'est une intuition, mais je n'ose pas la voir, mais je le dis quand même. Je le dis quand même. Vous n'avez pas l'argument psychologique c'est que je pense que tout le monde a. Bon, parce qu'il y a l'argument psychologique, il en a assez, il comprend pas. Il a vécu une petite dépression quand même après la victoire de 2022. Il fallait pas le dire, mais je le dirai quand même parce que je suis sûr de mes informations. Enfin, une dépression, oui, comme on peut avoir tous dans la vie d'ailleurs. Le général de Gaulle en avait. Pourquoi Macron n'en aurait pas de temps en temps? Puis je parle pas de Chirac alors, qui avait été semi-dépressif pendant de longs mois. Et en fait, je me demande parfois s'il n'a pas fait non plus cette dissolution parce qu'il sait qu'il rentre dans une période terrible. On va l'avoir, la crise de la dette. Je suis désolé, on le sait. On le sait d'ailleurs, le signe terrible, c'est la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's, qui sera suivie forcément au deuxième semestre. Mais bien entendu, et ça devait venir à un moment donné, ça va arriver parce que nous sommes un des... comme on dit, homme malade, enfin, c'est une expression un peu idiote, mais un des hommes malades de l'Europe. On n'est pas le seul. Hein. D'ailleurs, on est en procédure de déficit excessif par la Commission de Bruxelles. Bon, il y a quelque chose. Bon, 1000 milliards de dettes, c'est énorme. Ça, c'est quand même le bilan de Macron. 3 000 milliards en tout, mais 1000 milliards qui sont posés uniquement par Emmanuel Macron. Donc, ça s'est accéléré ces dernières années. La charge de la dette va augmenter avec l'augmentation des taux d'intérêt inévitable. Et donc, il redonne le mistigris au RN, c'est ça votre idée? Je pense qu'il y a cette idée, oui, comme ça ne sera pas de ma faute. Mais de toute façon, il a pris un risque quand même terrible parce que je pense que le fait de mettre à mal quand même sa majorité, qui va pas s'en sortir très bien, ça va être très compliqué, on voit très bien. Moi, les estimations, franchement, avant le premier tour, en siège, j'y crois pas trop, parce qu'on saura vraiment après le premier tour, même si on comprendra pas forcément les reports, etc., mais on aura une idée plus claire. Mais quand même, même quand on regarde, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, ouais. Et après, elle va avoir du mal à revenir. Bon, et puis, je pense aussi que ça, c'est normal. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas vous représenter, il y a les ambitions qui s'aiguisent. Et on voit, d'un côté, Édouard Philippe et de l'autre aussi Gabriel Attal. Et ils sont en train de reprendre un peu l'héritage de son vivant. Sur la méthode, vous avez lu Gérard Larcher ce matin dans Le Parisien, oui, qui dit 1 minute 30. J'ai été prévenu.
Ça s'est passé comme ça. Il dit qu'il ratatine la démocratie par sa gouvernance solitaire. Sur la méthode, quelques conseillers au courant. C'est pas bien, c'est sûr. Seulement. C'est-à-dire, non, mais qu'on ne prévienne personne, qu'on ne discute avec personne, même avec Larcher, Gérard Larcher, qui est un adversaire politique, mais enfin, qui est très ouvert et qui n'est pas du tout, comment dire, c'est pas un hystérique du tout. Enfin, on peut échanger 2-3 mots, un peu comme il y avait du temps de René Monory avec François Mitterrand. Ils s'aimaient beaucoup, même s'ils étaient de deux bords politiques opposés. Je ne comprends pas cette façon de gérer. De toute façon, il y a, chez Emmanuel Macron, on voit très bien, il y a des qualités évidentes, mais il y a d'énormes défauts. La gestion des gens, l'incapacité à déléguer, le fait de ne pas donner le pouvoir à des gens. À peine avait-il nommé que Gabriel Attal, on sentait qu'il voulait lui couper la tête. Et puis, de toute façon, maintenant, il a réussi. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez couvert des cohabitations, on l'a vu dans le sujet. Le pays peut s'en remettre d'un pouvoir au RN? Il en a vu d'autres ou vous êtes très inquiet? Non, je ne suis pas inquiet, mais je suis un indécrottable optimiste. Je suis très inquiet pour le pays à long terme, si vous voulez, parce que il faudrait qu'à un moment donné, on ouvre les yeux. C'est pas le RN qui va ouvrir les yeux. Parce que moi, je fais partie de cette génération, on attend toujours, vous savez, un général de Gaulle, enfin, qui peut parfois d'ailleurs avoir le visage d'un semi-alcoolique comme Gerhard Schröder, par exemple, chancelier allemand, qui a sauvé son pays, il faut bien dire, ou d'une petite bourgeoise étriquée comme Margaret Thatcher, qui a elle aussi sauvé son pays, chacun de deux bords différents, de deux bords opposés, mais enfin, ils ont pris des décisions dures, ils en ont pris plein la gueule, ils ont fait des réformes considérables, et leurs successeurs ont vécu dessus, d'ailleurs. C'est pas le RN qui les prendra, ces mesures-là. Alors, ça, je crois pas, non. Je crois pas, mais en même temps, il peut-être, là, on voit bien, d'ailleurs, ils commencent à jeter par-dessus bord toutes leurs propositions débiles, parce que ce programme était évidemment... Je laisse ce terme, bien sûr. Non, mais moi, je parle très librement, mais j'ai toujours été comme ça, mais je vois bien que, bon... Ils comprennent qu'il y a un énorme problème et qu'il faut quand même, là, si le pouvoir est là, qu'on ne peut pas rester avec un programme comme ça. Est-ce que vous pensez que cette union des droites qu'on est en train de voir à l'œuvre, ça va faire disparaître un bloc central? On a deux grands blocs là aujourd'hui et le dernier sondage Ipsos montre que le bloc central est à peine 20%, 19,5%, 36% pour le RN, sans compter ses alliés Zemmour de deuxième tour et les reports de DLR éventuels. C'est très très important. Puis en face, il y a un énorme bloc aussi de l'union de la gauche. Est-ce que c'est ça l'avenir du pays? Deux gros blocs, retour du clivage gauche-droite? Bon, à un moment donné, on va avoir une recomposition. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir avec un projet qui était en fait celui de Giscard, c'est-à-dire je vais gouverner avec 2 Français sur 3 au milieu et je vais écarter comme ça les extrêmes. Bon. Évidemment, cette politique, elle a fait pousser les extrêmes. Puis quand vous choisissez un adversaire qu'est le Rassemblement national et que vous dites sans arrêt, voilà, c'est mon opposant, bah, vous le faites monter, forcément. Puis à un moment donné, il y a l'alternance, parce que les Français, comme tous les peuples, ils aiment que ça change. Donc voilà, et l'alternance, pour eux, c'est le Rassemblement national. Donc parce que le Rassemblement national a été placé comme ça. Mais si vous voulez, la politique, ça se recompose en permanence. Moi, je fais partie, évidemment, parce que j'ai été... élevé à cela, je fais partie de ceux qui croient qu'un pays il a besoin de 2 pieds pour marcher, un droite et un gauche. Le pied droit, le pied gauche, enfin les jambes si vous voulez, c'est comme ça que ça marche. Donc le jeu à 3, c'est le jeu, condamné c'est pas ça le jeu à 3, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout ça se recompose, puisqu'on est arrivé à un système où vous avez quand même une gauche extrémiste, même s'il y a des gens tout à fait... je pense à François Hollande est raisonnable. Il n'y a pas plus raisonnable que François Hollande dans cette coalition. Mais franchement, quand on lit le programme, on se dit mais ils n'ont pas réfléchi. C'est pas, on va pas plus de 250 milliards de dépenses supplémentaires chaque année. Ça peut pas le Bruno faire. Le Maire. Oui. Enfin non, il va même plus loin. Il va jusqu'à 300 milliards. Enfin bon, tout ça c'est dément. Et de l'autre côté, donc si vous voulez, le RN, on voit très bien que le pouvoir s'approchant, parce qu'il peut-être à tort d'ailleurs, mais en fait, il croit qu'il s'approche du pouvoir, il se dit quand même, faut faire attention. Bon, mais une fois qu'on a repassé tout ça,
si vous voulez. Le problème de la France, c'est quoi ? Il faut qu'on gère ce pays. Si vous voulez, on ne peut pas continuer à avoir 56% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, par rapport au PIB. Hein. On ne peut pas avoir 56% de dépenses, c'est-à-dire être au recordman du monde. Enfin, ça ne peut pas continuer avec les services publics qu'on a. C'est-à-dire, il faut apprendre à dépenser mieux. Il faut sauver cette étape. Mais oui, mais attendez, mais c'est affreux. Mais ces gens s'en foutent. C'est une évidence qu'il y a un énorme sujet. Mais oui, mais sur les déficits. on emprunte pour garder un système. Et ils sont prêts alors pour le régler ce problème, à votre avis, au Rassemblement national? Je pense qu'ils sont absolument pas adaptés pour, mais il faudra bien à un moment donné le faire. Mais vous savez, la France pour. Mais qui le fera alors, selon vous? Eh ben, à un moment donné, peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu. Ça ne sera pas De Gaulle, parce que bon, il est là où il est. Mais ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas encore calculé et qui viendra. Mais il y en a. Vous savez, la classe politique, quand vous voyez les personnalités dans la classe, ça m'arrive quand même d'en voir un certain nombre tout le temps. Il y a beaucoup de gens de qualité. Et à un moment donné, vous savez, ce qui manque, c'est juste la volonté. C'est pas l'intelligence. Il y a plein de gens intelligents dans la classe politique. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir à un moment donné quelqu'un qui dit bon, ça, on le dit, on le fait. Et vous pensez qu'on pourra élire quelqu'un qui vous promet un programme d'austérité, franchement? Mais c'est pas de l'austérité, parce que regardez l'argent quelque part, regardez le pouvoir d'achat, regardez les services publics, c'est ça qui est attendu. Mais justement, si moi je rêve de ça, de services publics qui marchent, je crois à l'État-providence. Mais qui est-ce qui a sauvé tout ça? Vous le savez très bien, c'est le Général de Gaulle en 1958 avec un plan, vous allez dire d'austérité, mais c'est vrai, c'est un plan de rigueur extrêmement violent où il a dit voilà, 1 + 1 = 2, on arrête les conneries, on rembourse tous les emprunts qu'on a faits. On va arrêter avec ces déficits. Et vous savez, la France, après, vous me direz, il y a eu mai 68 et tout ça, ça n'a pas empêché. Mais on avait une croissance de 6, 7%, 5, 6, 7%. C'était une croissance à la chinoise. Donc vous pensez que... Donc si on veut la croissance, il faut gérer bien. Aujourd'hui, on n'a pas encore touché le fond pour rebondir. Je pense que, voilà, on a... Quand j'appelle tous ces gens les connectables du déclin, il y en a qui ont été plus ou moins bons, évidemment, il y en a qui ils n'ont pas tous été horribles, mais ils ont accompagné le mouvement comme ça de descente et on s'en fout, c'est pas grave, on continue comme on... Voilà. Et si vous voulez, c'est forcément, vous regardez tout, le sentiment qu'ont les Français. On parle toujours de grands remplacements, mais c'est pas vrai. Les Français, ils ont un sentiment profondément de déclassement. C'est-à-dire, ce pays n'a plus le statut qu'il avait. Vous voyez, on peut rêver de tas de choses, mais en fait, on voit bien qu'on n'est plus, d'ailleurs dans les classements, dans les années 70, la France en produit richesse nationale par habitant, produit PIB par habitant, on était dans les 5 premiers avec la Suisse, avec les États-Unis, etc. Aujourd'hui, on est quand même très bas, vers 26, 27, 28, 29, 30. Enfin, on est dans ces eaux-là. Oui, et si vous voulez, cette espèce de truc. Alors, pendant que l'avenir du monde se fabrique en ce moment en Chine, en Inde, en Indonésie, c'est normal qu'ils soient un peu déprimés. Mais on peut se dire à un moment donné, allez, on va travailler ensemble et puis on va essayer de remonter cette économie. Et quand on s'endette, et moi je suis tout à fait pour l'endettement, mais à ce moment-là, il faut faire un endettement intelligent, à la Joe Biden aux États-Unis, c'est-à-dire on s'endette pour investir dans l'industrie. Voilà, et ça c'est très bien quand on s'endette pour investir, mais pas pour payer les fins de mois, les retraites des fonctionnaires, les embauches. Vous voyez, bien compris. Je voudrais vous ramener à la logique prosaïque des jeux d'appareils, parce que dimanche soir, il va y avoir des consignes de vote. C'est ma dernière question. D'ailleurs, vous, entre le RN et la gauche, le nouveau Front populaire, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend de qui. Moi, je suis très... vous savez, j'ai voté, je m'en suis jamais caché d'ailleurs, quand j'étais au Nouvel Observateur, il m'est arrivé de voter à droite. Quand j'étais au Figaro, il m'est arrivé de voter à gauche. Rocard quand j'étais au Figaro, ou Giscard quand j'étais au Nouvel Obs. Bon, pour vous, le repoussoir, c'est davantage Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen? Je pense que les filles, c'est atroce. Ça, c'est clair. Moi, je m'en cache pas. Je trouve que le grand... Parce que moi, j'ai beaucoup étudié, pour un roman il y a quelques années qui s'appelle Le Schmock, j'ai beaucoup étudié la montée du nazisme, et vous avez quand même une sorte de délire, de violence. Vous voyez, les insultes de... par exemple, de David Guiraud, le député LFI, contre Meyer Habib, c'est un truc qui m'a complètement traumatisé parce que c'est des insultes antisémites. Bon, on a compris. D'ailleurs, en plus, vous habitez dans ce dilemme, s'il fallait choisir. Non, mais attendez, le dilemme. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je choisis les gens. Et il y a des gens, par exemple, je vous parlais de François Hollande.
aucun problème pour voter François Hollande. Mais en même temps, et le RN, ça dépend aussi qui. Je veux savoir qui. Moi, je suis comme ça, si vous voulez, un peu prosaïque. Le cas par cas. Le cas par cas, et c'est quand même toujours la meilleure solution. Ce qui est sûr, c'est que... puis il y a les filles, il y a des gens peut-être très bien, mais les LFI, franchement, ils sont allés quand même beaucoup trop loin. Et comment dire, l'espèce de lâche... Enfin, comment dire, ils ont lâché les chiens, l'antisémitisme, à un moment donné. Et si vous voulez, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, on a besoin de... Peut-être les peuples ont besoin de boucs émissaires, mais on n'a pas besoin de leur donner, de jouer comme ça. Et ils ont trouvé les deux boucs émissaires, c'est le juif et le riche. Eh ben moi, je ne marche pas là-dedans. Bon, c'est dit. On retrouve voilà, la fougue de Fogg. Et je ne marche pas non plus, quand j'entends les gens du RN qui voient le bouc émissaire, l'immigré, je ne suis pas d'accord non plus. Très bien.